projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons sur les routes ivoiriennes en pleine campagne contre l'incivisme des conducteurs. Et avec notre invité, nous suivons les musiciens de jazz du continent. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Des photos et de la musique, ce photographe a dédié sa vie aux femmes et aux hommes du jazz, une musique née ailleurs mais qui séduit de plus en plus l'Afrique avec une transmission de génération en génération, comme nous le raconte et nous le montre notre invité Samuel Jacqua à travers ses ouvrages Jazz on My Mind et Africa is Music. Il est notre invité du jour. J'ai commencé à rencontrer beaucoup de musiciennes de jazz et chaque fois que je les interprétais, je voulais avoir une image d'eux. J'avais mon petit appareil photo et il posait pour moi. Le permis à points est arrivé en Côte d'Ivoire. Réduire les accidents de la route et sensibiliser la population est l'objectif numéro 1 alors que les frontières sont à nouveau ouvertes après la période Covid. Comme en réponse aux nombreux cas d'accidents que connaît la Côte d'Ivoire, il est important que le citoyen se dirige aujourd'hui vers des centres de formation pour acquérir une bonne base du code de la route. Écoutez du jazz à Lagos, cela se passe au Truth Village, l'une des adresses les plus cotées de la métropole nigériane, où nous attend le trompettiste Etuk Ubong. Il y a eu ce jour où un trompettiste est venu jouer dans notre église. Après le service, ma mère m'a emmené chez le trompettiste et m'a remise à lui en disant qu'elle voulait qu'il m'apprenne à jouer de la trompette. Son nom était Etop Adolphus. Aider chacun à comprendre la notion de prévention des risques d'accidents sur les routes et les réduire, c'est l'objectif que s'est fixé la Côte d'Ivoire. Face à l'accroissement des accidents de la circulation routière et au nombre alarmant de victimes estimées à 1200 décès et plus de 21 000 blessés par an, le gouvernement ivoirien vient de mettre en place un permis à points. Notre journaliste Ma Camara s'est rendu dans la région du Sud Comoé. C'était quelques semaines après l'ouverture des frontières fermées depuis mars 2020 à cause de la pandémie de Covid. Regardez. Il y a ce qu'on appelle la signalisation verticale. Tous les panneaux qu'on met dans la circulation, c'est pour nous informer. Retour en classe pour ces jeunes conducteurs. Il s'agit pour ce moniteur de leur apprendre à nouveau les règles de bonne conduite dans la circulation. Ce sont environ 46 accidents qui sont enregistrés chaque jour en Côte d'Ivoire. Depuis novembre 2021, ce pays a décidé de ne plus avoir des routes meurtrières. Des mesures rigoureuses prises par le gouvernement, notamment le retrait des points du permis, motivent certains chauffeurs à suivre des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Comme en réponse aux nombreux cas d'accidents que connaît la Côte d'Ivoire, il est important que le citoyen se dirige aujourd'hui vers des centres de formation pour acquérir une bonne base du code de la route. Selon les derniers chiffres de l'OSER, 96% des accidents de la route sont le facteur humain. Donc l'homme est beaucoup engagé dans ce qui se passe et ça amène l'homme à aller vers une bonne formation et surtout à être responsable quand on est au volant d'un véhicule. Nous tenons notre vie en main, nous tenons aussi la vie des autres usagers parce que la route c'est un espace qu'on partage avec d'autres usagers. L'assurance n'est pas conforme à l'outil d'activité. À Boisseau, capitale du Sud Comoé, un des réseaux routiers les plus empruntés et obligatoires pour se rendre dans les pays de la sous-région, tels que le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria. Cette région enregistre l'un des taux des accidents de la circulation les plus élevés de la Côte d'Ivoire. Face à l'accroissement de ces accidents de la circulation routière, et au nombre alarmant de victimes estimées à 1200 décès et plus de 21 000 blessés pendant l'année 2022, la sensibilisation demeure la seule meilleure alternative. Il s'agit de faire en sorte que les accidents, s'ils ne disparaissent pas, en tout cas diminuent de façon drastique sur le territoire ivoirien. Des chiffres ont été donnés par M. le ministre en charge des Transports qui ne sont vraiment pas bien à voir ou bien à entendre par rapport au niveau de sécurité en matière de transport en Côte d'Ivoire. La plupart des accidents ont lieu sur les routes internationales. La nationale 100, dans le Sud Congolais qui fait partie des 1575 km de route internationale que compte le pays, est aussi une route de campagne dangereuse. Pour faire baisser le nombre de victimes,
La Côte d'Ivoire multiplie les contrôles et les sensibilisations sur les routes. La vigilance est maximale et la police traque sans relâche pour assurer la sécurité des automobilistes sur les routes. Je pense que c'est une bonne initiative parce qu'on a besoin d'être sensibilisés. Parce qu'il y a les gens qui ont conduit mais on n'a pas les informations. Aujourd'hui, on envoie telle information, on dit bon, ça sera en vigueur tant. En tant que la population n'est pas vraiment sensibilisée. Donc on a vraiment besoin de ça. Il faut ça vraiment pendant un bon moment. Si ces répressions et sensibilisations sont appréciées par certains, d'autres déplorent la pression des raquettes employées par les forces de l'ordre sur les routes. Ce que le gouvernement est en train de faire, sensibiliser les gens, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien comme ça. Il y a ceux qui sont indisciplinés parmi nous qui en prendront conscience. Souvent, ce sont des policiers qui nous fatiguent. Les gars nous fatiguent. Quand ils nous arrêtent, ils ne nous regardent même pas les pièces. Ces gars-là n'aiment pas regarder les pièces. Il faut toujours donner quelque chose. La vitesse n'est pas le seul fléau qui provoque des catastrophes sur les routes, mais aussi l'alcool et le téléphone au volant. En janvier dernier, le Conseil national de sécurité a encouragé le ministère des Transports à mettre en œuvre les volets de sensibilisation et répression de sa stratégie nationale de sécurité routière prévue jusqu'en 2025. Je vous le disais en titre, notre invité Samuel Jacqua est un photographe chasseur de jazz. De son enfance en France et son apprentissage de la photographie à sa découverte de ce courant musical né aux États-Unis, il n'a cessé de poursuivre les musiciens sur tous les continents et particulièrement en Afrique où son père camerounais l'a emmené pour la première fois à un concert de jazz. De ces rencontres photographiques et humaines si particulières autour de la musique, il a tiré pendant le confinement Covid une nouvelle lecture de son travail, d'où son dernier ouvrage Jazz on My Mind, dont il a confié les clés à Laurence Oustras et Thierry Schiller. Samuel Jacqua, bonjour. Votre dernier ouvrage Jazz on My Mind couvre vos 22 années de travail de photographe de musiciens de jazz du monde entier. Comment vous est venue l'idée de cet ouvrage? Alors cet ouvrage est né pendant la période de la Covid, où tout le monde était enfermé chez soi. Et il n'y avait plus rien à faire, en fait, je ne pouvais plus aller à des concerts, je ne pouvais plus aller voir des musiciens. Donc je me suis mis à regarder mes archives, mon travail, et chaque photo m'évoquait un instant, un moment que je passais avec les musiciens. Et donc je me suis dit, tiens, ça peut faire une histoire, raconter l'histoire de chaque image que j'ai eu à faire avec les musiciens. Donc l'idée est née comme ça, je voulais absolument raconter les images que j'ai vécues, le jazz que j'ai vécu pendant ces 22 dernières années, quoi. Cette œuvre est associée à une exposition photographique itinérante. Comment est-elle accueillie en Afrique? Alors là, je viens de rentrer de Cotonou, du Bénin, et j'ai fait l'exposition à l'Institut français. L'exposition a eu beaucoup de succès dans la mesure où déjà j'ai fait un atelier photo avec des jeunes, donc je leur parlais de mon travail de photographe de spectacles, de concerts. Ils étaient intéressés de savoir comment je travaillais, donc j'ai fait un atelier sur mon travail. Et ensuite, donc, il y a eu l'exposition qui a duré à peu près 3 semaines, où j'ai rencontré beaucoup de jeunes, surtout d'ailleurs. Et l'exposition a été très bien accueillie par tout le monde. On me posait beaucoup de questions, et surtout parce que il y a beaucoup de musiciens qui ont un certain âge, et ils se demandaient comment est-ce que j'ai fait pour les approcher, pour les rencontrer. Donc ça a été très bien accueilli. Justement, comment travaillez-vous avec vos sujets? Vous avez une approche très différente selon que vous êtes dans une scène de concert ou dans un studio. Comment approchez-vous vos sujets? Comment arrivez-vous à les photographier pour avoir des photos aussi vivantes? Alors, j'ai aussi une formation, entre guillemets, de journaliste, parce que j'écris aussi mes sujets. Et donc, ce qui fait que quand je photographie les musiciens hors scène, je passe beaucoup de temps à leur poser des questions sur leur vie, sur leur façon d'être, sur leur façon d'aborder la musique. Et puis souvent, c'est des sujets aussi de photographes aussi en rapport avec l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils sont afro,
mais ils sont d'origine africaine. Et donc, on parle beaucoup d'Afrique, de leur approche avec l'Afrique, ce qui fait que j'essaye de rendre une photographie par rapport à ce qu'ils m'évoquent. Voilà. Donc, le fait de passer beaucoup de temps avec eux à discuter me permet une approche beaucoup plus, on va dire, afro de leur image, quoi, en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est des photographes, c'est des musiciens qui sont beaucoup intéressés par l'Afrique, et donc j'essaye de faire une photographie qui leur ressemble. Et quand ils sont sur scène, alors il faut être très patient, il faut regarder, il faut observer comment est-ce qu'ils sont sur scène, comment est-ce qu'ils bougent, quelle est leur attitude. Et moi, j'essaye souvent de capter, on va dire, une mimique. Parce que souvent, tous les musiciens d'ailleurs, ont une mimique, une façon d'être sur scène. Soit ils posent leur instrument d'une certaine manière, soit ils se tiennent sur scène d'une autre manière. Et c'est ce moment-là que j'essaie de capter. Et ce moment-là, c'est plus l'abandon ou c'est l'action? Je dirais c'est une jouissance. Parce que quand on arrive à saisir l'instant qui caractérise le musicien, c'est vraiment une jouissance. On se dit « Ah, je l'ai eu ». Voilà. Vous photographiez et vous voyagez, et quelque part, chez vous, les deux sont liés. Je pense à votre sujet sur le Nigeria, à votre voyage au Nigeria, à votre rencontre avec Femi Kuti et sa famille. Oui. Déjà, le voyage, on va parler du voyage, parce que quand j'étais petit, je rêvais d'être pilote. Et donc, c'est toujours l'idée du voyage. Et donc, c'était juste une parenthèse. Hein. Mais la rencontre avec Femi, mon rêve a toujours été de rencontrer Fela, son père. Mais je n'ai jamais eu cette occasion-là. Et je me suis dit que le jour où j'aurai l'occasion d'aller au Nigeria, je sauterai sur l'occasion pour aller voir la famille Kuti. Et j'ai souvent rencontré Femi Kuti à Paris, son frère Shehoun. Et un jour, j'étais à Dakar et j'ai rencontré un musicien qui s'appelle Adé Bantou. C'est un musicien nigérian, métis allemand, nigérian et allemand. Et il m'a dit, si tu as l'occasion, viens au Nigeria et je t'accueille chez moi. Et j'ai dit chiche. Et puis 2 mois plus tard, je l'ai appelé, je lui ai dit, je suis à l'aéroport de Lagos. Voilà. Et donc il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit que moi j'aimerais bien rencontrer la famille Kuti. Et tout de suite, il a pris son numéro de téléphone, il a appelé et j'ai eu un rendez-vous. Et là, tout s'est bien passé. Femi nous a bien reçus. Je l'ai interviewé. Je l'ai photographié pendant qu'il se préparait à entrer sur scène. J'ai été au New Shrine, là où la famille Kuti joue souvent. J'ai même visité le musée Fela, qui n'a rien à voir avec l'exposition qui a lieu en ce moment à Paris. Mais j'ai eu aussi à voir aussi sa sœur et ses autres frères qui ne sont pas musiciens aussi. C'est une grande famille assez respectée qui fait beaucoup on va dire dont les gens viennent souvent consulter pour leur avis sur la musique, sur aborder aussi même la vie aussi. Hein, je veux dire, c'est une famille qui est très respectée, quoi. Et qu'avez-vous retiré de ce voyage au Nigeria, ce pays où vraiment le jazz vibre très fort? Alors c'est un pays qui est en pleine ébullition. Hein. Il y a pas que le jazz, il y a beaucoup de musiques qui sont faites là-bas. Au niveau du jazz, il y a une scène nigériane absolument incroyable. J'ai rencontré beaucoup de musiciens de jazz, d'ailleurs que j'ai aussi eu à revoir aussi au Midem à Cannes. Et c'est une scène qui bouge beaucoup, qui gagne à se faire connaître en Europe, quoi, en fait. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission.
Je vous emmène dans les nuits de Lagos pour ce deuxième reportage. Il y a plus de 2 ans, la mégalopole nigériane, comme de nombreuses villes en Afrique et ailleurs, s'est réveillée avide de musique et de danse après des mois de confinement. Et dans ce club de jazz, la musique enchante les passionnés. Notre journaliste Hugo Uana s'était glissé dans les répétitions du compositeur et trompettiste Etuk Ubang, étoile montante de la scène nigériane, pour écouter son cocktail de jazz et d'afrobeat. Regardez, ou plutôt écoutez. L'atmosphère est intense avec des sentiments nostalgiques dans l'air. C'est un samedi soir habituel au Truth Club. C'est cette ambiance chaleureuse et enivrante qui incite les visiteurs et les amateurs de musique à venir nombreux pour apprécier cet endroit atypique. Le Nigeria, au fil des ans, a été un terrain nourricier pour un éventail de talents musicaux comme Etuk Ubang, l'un des trompettistes, compositeurs et chefs d'orchestre les plus demandés du pays. Né et élevé à Lagos, le centre névralgique du divertissement et du commerce du pays, le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria. J'ai développé un intérêt pour jouer de la batterie conga à l'église, et je me souviens que j'ai aussi essayé les sets de batterie. Il y a eu ce jour où un trompettiste est venu jouer dans notre église. Après le service, ma mère m'a emmené chez le trompettiste et m'a remise à lui en disant qu'elle voulait qu'il m'apprenne à jouer de la trompette. Son nom était Etop Adolphus. Guidé par sa passion, il a commencé à jouer de la trompette à l'âge de 14 ans et à l'âge de 16 ans, il s'est placé sous la tutelle de divers artistes professionnels tels que Edop Adolphor, Victor Aktemofe, feu le légendaire Sir Victor Oleya et le phénoménal Femi Kuti. Il a acquis sa formation musicale au Peter King College of Music, à la Mason School of Music et à l'Université du Cap en Afrique du Sud. J'ai été exposé à Malcolm X, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Nelson Mandela, Martin Luther King et plein d'autres qui reflètent la conscience noire. Je pense que c'est l'influence fondamentale que j'ai eue musicalement et qui m'a poussé à devenir musicien et qui je suis aujourd'hui. Son inspiration du jazz, de l'afrobeat, de l'ekombi, du highlife et des éléments terrestres, vent, eau et feu, forge sa philosophie musicale qu'il appelle Earth Music ou musique de la terre, une incarnation du mélange de musique qu'il propose de son lieu de prédilection, The Truth Club à Lagos. We all know what truth is all about. It's like a musical center. Nous savons tous ce qu'est The Truth Club. C'est un centre musical où les gens sont autorisés à entrer pour montrer leur talent et ont la capacité de pouvoir dire la vérité sur la société dans son ensemble. En tant que manager ici, nous avons tendance à créer un endroit chaleureux, convivial et en même temps organisé de manière à proposer un beau programme ici. So, like our weekly activities, nous opérons 24 heures du lundi au dimanche. Eh bien, pour moi, le processus d'écriture de ma musique et de composition de ma musique, des chansons que j'écris et j'interprète, sont essentiellement liés au fait que j'ai besoin d'éduquer les hommes et les femmes sur l'Afrique, qui est un peu la pomme de la discorde dans mes pensées. Les hommes africains, ils ne connaissent pas toujours leur histoire. Ils ne savent pas, par exemple, que l'Afrique n'est pas le nom originel de l'Afrique. Ils ne savent pas qu'Alkebulan est le nom originel de l'Afrique. Il se produit avec Etuk Philosophy, son groupe énigmatique dont les rythmes et les beats libèrent les prouesses musicales d'Etuk. Avec son groupe, ils ont tissé un lien au-delà de la scène. Sa chanson a un message positif qui aborde les maux de la société, mais s'adresse aussi au cœur et à l'esprit des auditeurs. Nous jouons depuis quelques années maintenant et nous exprimons nos pensées à travers la musique ici. Les défis et l'expérience de jouer pour Etuk's Philosophy
font du groupe l'un des meilleurs groupes au monde, car il comprend des instruments et des instrumentistes incroyables. La musique de la terre parle de vie, d'amour, de paix, d'amour pour l'humanité. Et elle rassemble, crée l'unité. Nous exprimons nos émotions à travers cette musique. Le Truth Club est un lieu animé qui attire des gens aux goûts musicaux similaires, unis à travers les airs mélodieux du Earth Music des Tuk Ubong. Dans les 10 prochaines années, le Truth Club sera aux 4 coins du monde, vous savez, portant toujours haut le drapeau de l'Afrique et éduquant pas que l'homme africain, mais tous les hommes. Avec 2 albums et un extended play, il s'est produit sur différentes scènes en Afrique et même au-delà, avec plus de 10 000 ventes de billets. Sa chanson Black Debtor était numéro 2 sur la Corner Playlist sur Apple Music Jazz et son album Africa aujourd'hui figurait dans le top 10 de la playlist de la BBC 3 Radio. Il dirige une nouvelle génération d'interprètes de musique de jazz et d'amateurs de son genre assez rare de musique de la terre, Earth Music comme il l'appelle. Et nous retrouvons le photographe Samuel Njakwa qui nous raconte son parcours et comment il voit le jazz se propager dans la société africaine. Écoutons-le. Samuel Njakwa, vous avez dit « Le jazz a envahi mon espace quotidien ». Mais avant ça, vous étiez un jeune Français d'origine camerounaise qui a appris à développer la photographie à 15 ans dans un club en France. Puis, vous êtes parti faire des études à Montréal. Qu'est-ce qui vous anime alors ? Quand je commence à faire de la photographie, ça n'a rien à voir avec le jazz. Hein. Je suis dans un collège à l'internat à Melun et tous les mercredis, j'apprends à tirer et à développer des images. Et c'est comme ça que je deviens accro aux images. J'apprends la chimie pour pouvoir faire tous ces mélanges-là pour tirer des photos. Et c'est comme ça que je tombe dans la photographie, quoi. Puis le jazz en lui-même, c'est beaucoup plus avant même. C'est-à-dire que quand j'étais tout petit, mon père était étudiant en médecine et souvent le week-end, pour se détendre, il écoutait beaucoup de jazz et beaucoup de musique afro, beaucoup de musique afro-américaine. Et moi, à l'âge de 4 ans, j'étais réceptif à tout ça. Mais je ne savais pas au départ que ça allait m'envahir, que ça allait... Vous savez, quand on est gamin, on absorbe tout ça. Et puis, quand on est plus grand, on se dit, mais ça vient d'où? On se pose soi-même des questions. Et alors qu'en fait, c'est toute une expérience de vie. Tout ça s'accumule, on le garde en soi. Et parfois, ça sort, parfois, ça sort pas. Et pour ce qui est de mon cas, moi, comme j'aime la musique, c'est forcément le jazz qui m'a envahi, quoi, en fait. Ça a envahi toute ma vie, mon quotidien. Voilà. Et puis aussi, il faut dire que quand je suis allé à Montréal, c'est le lieu idéal pour le jazz, parce que il y a un grand festival de jazz à Montréal. Et là, j'ai pu voir mes idoles, Aretha Franklin, Charlie Horn, plein de musiciens de jazz que je n'aurais jamais imaginé rencontrer. La France, le Cameroun, c'est par votre famille que vous arrivez vraiment à l'univers du jazz en Afrique, au club de jazz de Douala, par exemple? Oui, ma famille, mais c'est surtout mon père qui m'a amené à mon premier concert de jazz avec Rhoda Scott, que notre cher regretté Manu Dibango avait fait venir au Cameroun pour des sessions, pour une résidence de jazz. Et donc, du jeudi au samedi soir, Rhoda Scott était installé dans un club et jouait. Et mon père, donc, un jour m'a dit, viens, je t'amène voir un concert. Et puis, c'est là vraiment où j'ai rencontré le jazz. J'ai vu mon premier concert de jazz, je devais avoir 13-14 ans. Et je l'ai raconté non, je dois avoir un peu... Oui, c'est ça, 13-14 ans. Je l'ai raconté à Rhoda Scott et puis ça l'a amusé, quoi. Et le lien entre la photographie et le jazz, ça s'est fait comment, ce déclic? Alors, le lien, c'est parce que, c'est la même, encore une fois, ça s'est fait par hasard, parce que quand je suis rentré de Montréal, je devais aller faire un reportage sur un groupe de hip-hop. À l'époque, il s'appelait Shkunk, le Shkunk. Et ce jour-là, il n'y avait pas de photographe, parce que moi, j'écrivais à l'époque, j'écrivais beaucoup. Et donc, je dis, comme je me souviens que j'avais toujours fait de la photo, je vais faire quelques images et puis on verra bien. Et donc, je suis allé en reportage et
Mais j'ai fait des photos et quand je suis revenu, on m'a dit, elles sont très bien vos images, continuez. Et donc ensuite, j'ai commencé à rencontrer beaucoup de musiciens de jazz et chaque fois que je les interviewais, je voulais avoir une image d'eux. Et j'avais mon petit appareil photo et ils posaient pour moi. Voilà, donc c'était chaque fois après les interviews, il y avait toujours une photo que je faisais d'eux. Mais je ne pensais vraiment pas à en faire des livres ou à en faire des expositions, quoi. Au début, c'était vraiment les avoir pour moi. Vous êtes un grand observateur de la scène musicale africaine. Comment se transmet le jazz en Afrique aujourd'hui? Est-ce qu'il a un futur aussi brillant que son passé? Alors le jazz, déjà, les Africains, au départ, ne savaient pas trop que le jazz était né de l'esclavage et tout. Il y a eu tout un processus. Et même avant ou après, il y avait des marins qui venaient en Afrique avec des disques de jazz et tout ça. Mais aujourd'hui, le jazz se transmet à travers les festivals. Il y a un festival de jazz à Ouagadougou, il y en a un en Côte d'Ivoire, il y en a un en Afrique du Sud, il y en a un au Cameroun, il y en a un au Bénin. Enfin, presque toute l'Afrique commence à être envahie par des festivals de jazz. Et en même temps, il y a aussi des musiciens comme Ray Lema, des musiciens comme Etienne Mbappé, Richard Bona, Lionel Weke, autant de musiciens, Alioune Wade, je peux en citer plein. Une nouvelle comment dirais-je, scène musicale qui joue aussi avec des grands musiciens comme Herbie Hancock, enfin, il y a beaucoup de musiciens de jazz africains qui ont voyagé à travers le monde et qui parfois reviennent en Afrique et partagent leur expérience avec les Africains. Ils font des ateliers, des workshops, ateliers de basse, ateliers de batterie, comme Paco Seri. Ils font beaucoup d'échanges. Ils apprennent aux musiciens locaux comment jouer, comment jouer du jazz. Et c'est comme ça que la musique, c'est comme ça que le jazz revient en Afrique, à travers ces échanges et ces va-et-vient avec les musiciens africains qui vont aux États-Unis ou même en Europe et puis reviennent faire leur workshop en Afrique. Samuel Njakwa, merci beaucoup. Merci. Et voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Samuel Njakwa ainsi que nos émissions sur notre site africaenair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.